on entend très souvent des candidats nous dire « Je pensais qu'il fallait un diplôme ». Personnellement, je n'aime pas mes entretiens avec le CV. C'est-à-dire que je sais lire, je l'ai déjà lu. Maintenant, j'ai envie qu'ils me disent ce qui n'est pas du tout lisible sur le CV. Il ne faut pas veiller à la réussite tout de suite pendant la période d'essai. Il faut veiller à la progression. Est-ce que ça progresse ? Même doucement. Est-ce que ça progresse ? Si ça progresse, on est sur la bonne voie. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on veut faire une reconversion, quand on veut changer de filière, quand on veut faire autre chose, on a les moyens d'arriver prêt, pas formé, mais prêt, finalement, à apprendre son poste et à être accompagné sur la partie technique qu'on ne maîtrise pas. Et c'est là aussi que c'est terrible ce qu'on fait vivre aux candidats. Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. De coiffeuse à responsable recrutement, en passant par McDonald's, c'est sûrement ce qui a donné envie à Émilie de donner sa chance au profil atypique. Après une expérience professionnelle dense et variée, Émilie est aujourd'hui responsable recrutement sur la zone Aura et Sud-Est chez Covea. Covea, elle expliquera ce que c'est, parce que moi je savais pas que ça correspondait, mais je suis sûr que vous connaissez les marques du groupe Covea. Elle a eu sa tête dans les Échos pour mettre en lumière d'ailleurs son profil atypique, et c'est un post LinkedIn qu'elle a fait qui était très drôle en disant genre j'ai ma tête dans les Échos. C'est quand même une fierté, on est d'accord, et c'est assez rigolo, ça n'arrive pas tous les jours. C'est le thème de l'épisode du jour, donc le profil atypique, ça tombe bien. Cet épisode sera-t-il lui aussi atypique vu l'heure et demie qu'on vient de passer avant à parler avec Émilie d'autres sujets? Peut-être. Réponse avec Émilie dans quelques instants. C'est parti pour l'épisode du jour. Salut Émilie, comment tu vas? Salut Léo, très bien. Ça te va mon intro? Super. Pour les gens du coup, qui ne te connaissent pas et qui n'ont pas vu cet article avec ta tête dans les Échos qui a dû faire la fierté de tes parents, /amis, /conjoints et autres, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 minutes? Oui, bien sûr. Donc Émilie, j'ai 34 ans. Donc tu l'as dit, je suis responsable recrutement au sein de Covea. Donc Covea, ce sont plusieurs mutuelles d'assurance qui se sont réunies, donc notamment MAF, GMF, MMA pour les plus connus. Et donc ça fait 6 ans que j'ai intégré l'entreprise. Tu l'as dit, je suis responsable recrutement, mais j'ai aussi une autre casquette, c'est que je suis référente du bassin Auvergne-Rhône-Alpes Sud-Est. Et donc, voilà, j'ai le plaisir de bien connaître ces bassins et d'animer l'équipe qui intervient sur la relation client. Le plus beau coin de France pour recruter. Mais du coup, tu es quand même basé à Niort. Et donc là, on est à Niort aujourd'hui dans les locaux pour enregistrer. Et c'est rigolo. Enfin, pour le fun fact, moi, je suis né à Niort. Bon, j'ai passé les 20 ans de ma vie à Poitiers, mais ma première semaine de vie était à Niort. J'ai des grands souvenirs de cette semaine de vie, évidemment, parce que c'était une semaine incroyable, hein, du moment où tu as 0 jour jusqu'au moment où tu as 7 jours. Waouh, il s'en passe des choses. Et du coup, quand j'allais voir ma grand-mère ici, qui est pour le coup encore à Niort, on passait très régulièrement devant le bureau dans lequel on est aujourd'hui. Donc c'est assez rigolo. Toujours, je passais en mode, oh tiens, il y a un bureau d'assurance ici, et donc là on y est, et donc c'est marrant 30 ans plus tard de revenir à Niort pour faire un podcast avec toi. Pour lancer le sujet avec des questions assez chouettes, on va utiliser un petit outil qui s'appelle Icebreakery. Je mets le lien en description. C'est des questions qui sont générées aléatoirement. Je t'en pose une, puis tu m'en poseras une, puis je t'en poserai une autre, et tu m'en poseras une autre, et après on pourra passer au thème du jour. La première que je te pose, elle est: quel est le plat le plus compliqué que tu sais cuisiner sans regarder la recette? C'est généré aléatoirement, hein, je précise. Alors, sans regarder la recette, parce que j'allais dire les macarons, mais quand même, je regarde la recette pour au moins le... Macarons de Montmorillon, enfin... Ouais, les macarons... Aux amandes et tout, là. Ouais. Après, je regarde quand même le dosage, hein, mais sinon, je sais faire les macarons. Ok, trop bien. Écoute, à toi de poser la question, je t'inverse mon écran, je te laisse lire la question. Alors, de quel animal aimerais-tu être l'humain de compagnie? J'aime bien, on inverse le truc. Ça doit être pratique d'être animal de compagnie d'une girafe. Genre, elle peut te nourrir de trucs qui sont en hauteur. Genre, tu vois, par exemple, je suis trop deg quand je vois des cerisiers et que t'as des cerises tout en haut. Bah, du coup, la girafe, elle chope les cerises et elle te les passe. Donc, je pense que j'aimerais bien être un humain de compagnie d'une girafe. Très random comme question, n'est-ce pas? Deuxième question que je te pose. Qui était votre professeur préféré et quel impact a-t-il eu sur vous? Mon professeur préféré... Alors, j'espère que je ne me trompe pas dans ce nom parce que ça remonte à la 3e. Okay. C'était Monsieur Jalland, il me semble, prof d'histoire, histoire géo. Et il m'a marqué pour une chose en particulier, c'est que c'est la première fois que j'entendais quelqu'un, un adulte, nous dire qu'on exercerait plein de métiers dans notre vie. Ah, trop bien. Et j'étais en 3e. Et ça colle avec du coup ton parcours préféré après. Il avait raison. You know me well.
Trop bien, super, j'adore. Et deuxième question du coup que tu me poses, je te laisse la lire. Si tu pouvais devenir le président de n'importe quel pays, lequel choisirais-tu? Je pense que je choisis direct le Japon. C'est le pays le plus cool que j'ai pu visiter de ma vie. Et alors par contre, je parle pas japonais, donc ce serait un peu cocasse. Mais après, du coup, t'es sur place, hein, t'es président, donc du coup, t'apprends. Ça doit être très rigolo quand même. Et c'est un pays que j'aime beaucoup et qui ressemble beaucoup à la France d'un point de vue paysage. Genre le Japon, ils ont des littoraux, ils ont des montagnes, ils ont beaucoup d'agriculture, ils ont des grandes villes. Et donc je pense qu'on serait pas non plus trop dépaysé par les paysages. En revanche, côté culture, ça va être assez marrant. Donc ouais, je pense que ça va être marrant. Et je m'appellerais Léo-san. J'en sais rien, je parle pas japonais. Mais je pense que ça pourrait être assez rigolo et je serais trop content de pouvoir parler japonais au quotidien. Chouette. Moi, je pense que je ferais ça. Première partie, du coup, Émilie, qu'on va voir ensemble. Le thème du jour, c'est les profils atypiques. Donc on va commencer par un truc très simple, c'est quoi ta définition? Je pense que tu demandes à 50 personnes leur définition, chacun aura une définition différente, chacun met le curseur à un endroit différent par rapport à leur culture, leur enfance, etc. C'est quoi pour toi ta définition d'un profil atypique? Et lié à ça, est-ce qu'il y en a un seul type de profil atypique ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Alors, je pense qu'il y en a plusieurs, des profils atypiques. Après, si je devais donner une définition, je dirais que finalement, tout ce qui réunit l'atypisme, c'est des profils qui n'ont pas en fait les compétences techniques ou opérationnelles du poste sur lequel ils candidatent. Après, je dis qu'il y en a plusieurs parce que ça peut être varié, les raisons peuvent être variées. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui fait une reconversion complète. Je suis médecin et puis demain, je vais être conseiller en clientèle en assurance, par exemple. Donc voilà, ça peut être une vraie reconversion. Donc forcément, on ne possède pas les compétences techniques. Ça peut aussi être quelqu'un qui a déjà exercé un métier, mais qui pour des raisons X ou Y, personnelles ou professionnelles, ont quitté ce travail-là, mais depuis peut-être 10 ans. Et en fait, se sont tellement éloignés qu'ils n'ont plus aujourd'hui les compétences. Et il devient du coup atypique pour ça, en fait. Parce qu'il n'est plus en fait au niveau du poste. Voilà, ça peut être des gens qui ont voyagé, ils sont partis faire le tour du monde, ils occupaient des postes plutôt alimentaires pendant leur tour du monde pour en fait continuer à voyager et à vivre de leur voyage. Ils ont tous, quoi qu'il en soit, développé beaucoup de choses, beaucoup de compétences, mais qui ne sont pas celle du poste sur lequel ils candidatent, et c'est ça qui rend en fait leur profil atypique, selon moi. Trop bien. Hyper intéressant sur le principe, sur la définition. Et toi, du coup, c'est une de tes batailles d'arriver à en recruter plus. Pourquoi c'est important? On s'en fout, non? Ils ont qu'à faire comme tout le monde et se battre pour choper un job. Traverser la rue, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement. Déjà, peut-être parce que tu l'as dit en intro, je suis moi-même un profil atypique, plutôt lié à mon parcours très divers et varié. Même si je ne le suis plus aujourd'hui sur le poste. Mais c'est surtout, ils apportent une grande adaptabilité. En fait, je viens de l'expliquer, on parle quand même de personnes qui vont faire beaucoup de changements, qui vont faire des voyages, qui vont faire plein de choses. Donc, ils sont assez adaptables en général. Ils ont aussi des compétences autres, même s'ils n'ont peut-être pas la compétence technique, mais ils ont des compétences transférables entre ce qu'ils ont fait et ce qu'ils vont faire demain. J'en avais déjà parlé sur LinkedIn, des compétences transférables. Il y a aussi des choses qu'on peut transférer de sa vie personnelle. Tout à l'heure, je t'ai fait une petite blague, mais j'en avais parlé aussi sur les réseaux. J'ai animé, en fait, j'ai été officiante de cérémonie de mariage pour ma sœur, et là, je l'ai fait pour les 35 ans de mariage de mes parents. Mais ça, c'est des choses, quand on le fait de manière plus ou moins régulière, des choses qu'il faut quand même asseoir en légitimité, on peut s'en servir aussi dans la vie professionnelle. Donc ça veut dire aussi qu'ils amènent quelque chose, quoi qu'il en soit. Donc c'est important. Et elles peuvent être nouvelles pour l'entreprise ou nouvelles pour l'équipe. Et donc elles viennent enrichir les équipes. Ça contribue aussi, l'air de rien, à la diversité et à l'inclusion. Oui. Ça, c'est un vrai sujet qui est important. Souvent, ils sont très enthousiastes. Ils sont assez engagés parce que justement, on leur donne leur chance. On va les former, on va les accompagner, on leur donne leur chance de vivre leurs rêves ou de vivre leur reconversion. En tout cas, voilà, ils se sentent aussi valorisés par le fait qu'on leur laisse cette possibilité. Donc en retour, est-ce que tu penses qu'ils pensent... En gros, c'est quoi? Ils vont être plus performants, ils vont, entre guillemets, être sortir reconnaissants par rapport à ce que tu leur proposes, c'est ça? Oui, pas forcément plus performants, parce qu'on peut aussi être performant avec un profil typique, évidemment. Par contre, effectivement, c'est l'engagement qui peut être différent. Ils vont peut-être se sentir plus engagés parce qu'on m'a laissé ma chance. Est-ce que tu dirais que statistiquement, quand tu recrutes un profil atypique, il restera peut-être plus longtemps que... Enfin, en gros, quelqu'un, entre guillemets, qui... Je sais pas, n'importe quoi, tu recrutes un profil RH qui a fait un master RH classique, c'est normal qu'il ait un job RH, entre guillemets, facilement, alors que quelqu'un qui se reconvertit, du coup, ou en tout cas qui a un profil atypique, tu penses que, statistiquement, tu penses qu'ils sont plus fidèles à l'entreprise ou pas forcément? Est-ce que c'est un truc que tu as pu mesurer, par exemple? Non, je l'ai pas mesuré, donc je pourrais pas l'affirmer. Par contre, en revanche, ce qu'on peut voir, c'est surtout dans la posture.
Ils savent la chance qu'ils ont, ils savent reconnaître la chance qu'ils ont. Ils sont pas ingrats, quoi. Oui, alors heureusement tout le monde n'est pas ingrat, je vais pas aller jusque-là, mais il est vrai que quand on vient déjà du ce secteur, alors je vais prendre le nôtre, l'assurance, on connaît déjà ce monde, on a déjà eu certains avantages, on a déjà eu connaissance, et on vient avec sa compétence technique, on vient apporter, et on peut avoir parfois peut-être l'impression d'avoir plus à amener que l'entreprise nous a apporté. Alors que pour un profil atypique, ça va être différent. Ils vont avoir l'impression que l'entreprise, elle a beaucoup à apporter et qu'eux ont moins apporté, ce qui n'est pas vrai. Hein. Mais c'est le sentiment qu'ils peuvent avoir, pour le coup. Je comprends. C'est quoi, du coup, les autres raisons pour lesquelles tu penses que c'est important ? Je t'ai interrompu en cours de route. Non, pourquoi c'est important de s'occuper de chers profils atypiques ? En fait, la nature même de leur parcours, elle montre beaucoup de curiosité. Oui. C'est des gens curieux. En fait, c'est ça le fil conducteur que tu vas entendre parler beaucoup ce matin, c'est la curiosité. Et donc, la curiosité et l'agilité. C'est des soft skills qui sont vraiment nécessaires à la réussite d'une prise de poste, quelle qu'elle soit, profil atypique ou pas. Donc, si on leur amène les outils derrière, c'est une clé de succès obligatoire. Oui. Donc, c'est aussi la réussite de la période d'essai et de la prise en main du poste en fait derrière. Oui, tu pourras leur apprendre les compétences métiers sur le terrain. Si c'est des trucs qui sont entre guillemets plus faciles à apprendre, tu as des jobs sur lesquels c'est compliqué. Enfin, j'en sais rien. Un chirurgien qui aurait jamais opéré de sa vie, tu le recrutes pas en profil atypique par exemple. Non. Mais c'est les exceptions qui confirment la règle, on va dire. Exactement. Et puis le dernier point, c'est le marché de l'emploi. Évidemment, tout le monde le sait, on en parle beaucoup, ça s'est tendu pendant quelques temps. Et il se renverse quand même à nouveau, parce que de nouveau, on a beaucoup de candidats, il y a beaucoup de candidatures qui tombent. Mais néanmoins, il n'empêche qu'on a quand même des enjeux recrutement derrière, et que justement, aujourd'hui, on est un peu arrivé dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'on a même parfois beaucoup trop de candidatures, qui ne sont pas toujours ou ce qu'on cherche, ou tout simplement qui nous génèrent trop de travail en tri de CV. Et donc, c'est justement, qu'est-ce qu'on peut aller activer pour aller chercher les bons profils, qu'ils soient atypiques ou typiques, mais comment on fait pour aller chercher les profils atypiques, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait que peu importe comment se comporte le marché de l'emploi, les gens aujourd'hui n'occuperont jamais un seul métier, un seul type de métier. Ils ont aujourd'hui, dans nos générations, on a tous accès à beaucoup de formations en ligne, des MOOC, tout ce qu'on veut, il y a des tutos, il y a tout ce qu'on veut en ligne. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand on veut faire une reconversion, quand on veut changer de filière, quand on veut faire autre chose, on a les moyens d'arriver prêt, pas formé, mais prêt, finalement, à prendre son poste et à être accompagné sur la partie technique qu'on ne maîtrise pas. Et ça donne justement des candidatures différentes. Ça peut être... je pense que certains diront que c'est sûrement un risque, parce qu'on a aussi des candidats qui cliquent un petit peu à tout, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, clairement. Et parce qu'ils se disent justement... qui regarderont un tuto en ligne, qu'on les formera, et qui, au final, arrivent en entretien, ils ne savent presque même pas de quoi on parle. Et ça, c'est un quotidien de recruteurs, hein, on le sait. Clairement. Moi, je vois plutôt ça comme quelque chose de positif. Je vois surtout que c'est une opportunité, parce que justement, ceux qui ont un vrai projet, ils arrivent informés, ils ont compris la culture de l'entreprise, ils se sont un petit peu acclimatés à la matière, ou peu importe à quoi ils candidatent. Par exemple, s'ils candidatent sur un poste de recruteur, admettons, pourquoi pas. Ils vont avoir regardé un petit peu ce que c'est le recrutement, les étapes. Ils sauront dire des choses et on va voir la curiosité. Encore la curiosité. Ils auront lu le livre Permis de recruter, ils auront écouté tous les podcasts au Tam Tam. Exactement. Mais l'air de rien, oui, exactement. C'est des bons exemples. Donc oui, ça fait de belles candidatures avec de belles compétences transférables, beaucoup d'agilité, beaucoup de curiosité qu'ils auront utilisées pour arriver à un entretien prêt. Ok, j'adore. Enfin, je surveille tout ce que tu dis là. Est-ce que tu aurais, pour rendre ça aussi concret pour les gens qui nous écoutent, une petite liste des profils les plus atypiques que tu aurais recrutés ? Oui, alors juste pour qu'on comprenne bien, parce que c'est vrai qu'on se l'est dit en off tout à l'heure, mais l'atypisme chez nous n'est peut-être pas l'atypisme ailleurs et sur d'autres métiers. Donc, ce que je vais te dire va plutôt toucher des métiers, pour resituer pour tout le monde, de conseiller clientèle, donc plutôt sur la partie vente. Dans des agences. Des agences ou en plateforme, par téléphone, ou bien sur la partie gestion de sinistres. Mais en tout cas, pour des métiers plutôt de contact client, pour qu'on se resitue bien. Ouais. On a recruté, alors je dis on, c'est pas tout moi qui les ai forcément recrutés, mais des coiffeuses, ça va faire prêter à sourire, parce que c'est une coiffeuse, des esthéticiennes, des boulangers, des infirmières. Je sais aussi que j'ai recruté l'année dernière d'assistantes vétérinaires hôtesses de gare, hôtesses d'aéroport. Ouais.
J'ai aussi recruté une bibliothécaire. Wow. Ouais. Donc, il y a des métiers qui semblent plus proches que d'autres comme ça. Quand on se dit coiffeuse, bon, c'est de la contact clientèle. Mais dans les faits, c'est quand même très différent. Dans tout ce que tu as dit là, c'est des gens qui sont en lien avec des gens. Enfin, c'est le point commun, c'est que tu dois aider des gens dans leur quotidien. Exactement. Certains plus que d'autres, mais typiquement bibliothécaire, alors certes, en même temps, quand ils sont pas en client-facing, on va dire, ta bibliothécaire, elle peut être très organisée et rigoureuse et autres. Donc, c'est des compétences annexes que tu as besoin. Et puis, on va chercher d'autres choses. Effectivement, le côté rigoureux, le côté... Le côté curiosité, encore une fois, culture, enfin, il y a plein de choses, en fait, qu'on va chercher chez eux. Après, je vais pas te mentir, je pense qu'il y en a plein d'autres que j'ai certainement recrutés, mais en fait, moi, je m'attarde assez peu sur le parcours. Donc, en fait, c'est pas ce que je retiens d'eux. Tu te rends pas compte, ouais. Et donc, à part aller chercher un par un tous ceux que j'ai recrutés, je les ai pas forcément en tête. Est-ce que tu as un profil atypique que tu as peut-être jamais recruté et dont tu rêverais de recruter ? Je sais pas si ma question est claire, mais... Si elle est très claire... Franchement, non. Dans 2 ans, il y a un président de la République qui arrête son mandat. Alors, je vais te dire pourquoi non, mais parce que justement, en fait, pour moi, j'ai pas de ligne directrice. Ça serait presque anormal que je te dise que j'en ai un, que je vais le recruter. C'était un piège. Donc non, je n'en ai pas, du coup. Très bien. Ok, merci. On a fini la petite partie 1 où on a donné ton idée de ce que c'est un profil atypique, et dans les 2 autres parties, tu vas me dire à la fois comment est-ce qu'on peut les attirer, comment est-ce qu'on peut aller les chercher, puis dans une partie 3, comment est-ce qu'on les évalue et comment on fait en sorte que nos managers aussi soient formés à ça, parce que si toi t'as des belles convictions, mais que derrière tes managers ils partagent pas ça et qu'ils disent no go dès qu'ils voient que le profil est atypique, ça marchera pas. Avant ça, on passe au premier jeu de cet épisode, et donc le jeu a été choisi aléatoirement ce matin. Le jeu est l'interview inversée. Je sais comment ça marche, après tu auras un jingle pour préparer. Le principe de l'interview inversée, c'est tu vas me poser soit ta ou tes questions préférées que tu poses en entretien, tu dois sûrement avoir une ou deux questions que tu adores poser à tes candidats et tes candidates, soit juste une question de pure curiosité que tu penses qu'on m'a jamais rarement posée. Donc en gros, tu deviens la podcasteuse pendant les 2-3 prochaines minutes en me posant 2 questions au choix. Je te laisse les 10 secondes du jingle pour réfléchir aux 2 questions que tu vas me poser, et ensuite on y va et on inverse les rôles le temps de 2-3 minutes. Ça te va ? Ok. Et donc du coup, on lance le jingle. On change de place pour l'interview inversée. Et ben c'est parti, c'est l'heure de l'interview inversée. On inverse les rôles. Émilie, je te laisse me poser les 2 questions de ton choix. Ok. Alors la première question, et je la pose effectivement en entretien, celle-ci. J'ai peur. Non, elle est pas facile en plus. Si tu pouvais créer un poste sur mesure, un métier qui n'existe pas forcément, mais dans lequel tu pourrais créer toutes les missions que tu aimes faire dans la vie de tous les jours, dans le monde professionnel, ce serait quoi les missions qui seraient dedans ? C'est très chouette comme truc. Je pense, alors ça existe, mais pas vraiment. Ce serait d'aider les gens qui font des trucs stylés à les mettre en avant. Tu vois, moi j'ai fait 1 an chez L'Oréal où en gros on te disait que c'est plus important de marketer ce que tu fais que de faire bien les choses. Ce qui était un peu extrême comme vision, mais ça joue. Et aujourd'hui il y a plein de gens qui font des trucs stylés, souvent d'ailleurs des profils atypiques, beaucoup des femmes qui vont plus avoir le syndrome de l'imposteur que les hommes, et qui font des trucs de malades, mais qui ne le disent pas, et donc qui n'ont pas les promotions qu'ils ou elles mériteraient d'avoir parce qu'ils ne communiquent pas sur ce qu'ils font, à la fois en interne auprès de leurs collègues et à la fois en externe sur les réseaux. Et donc je pense que ce serait une sorte de rôle où en gros tu serais un coach marketing au sens large du marketing, où t'aiderais les gens à mettre en avant les choses qu'ils font au quotidien pour qu'ils le fassent encore mieux. Ce serait ça, je pense, la mission idéale. Okay. Et le but du podcast Tam est un peu celui-là. Donc j'ai une partie de ma vie qui est consacrée à mettre la lumière sur les autres. Ok, chouette. Et ta deuxième question ? C'est quoi ton rêve absolu en lien avec le recrutement ? Tu rêves de quoi dans le recrutement ? Un truc que j'aimerais qu'il existe, c'est ça ? Ouais. Au début, j'allais te faire un truc guillemets genre ça, j'allais dire qu'il n'y ait pas de discrimination, mais non. Ce que j'aimerais, alors c'est un peu une bataille qu'on a avec Élise chez Blendy, c'est que toutes les entreprises réalisent qu'en fait le recrutement c'est du management. C'est pas des RH. En gros, dans une entreprise, tu as 2 objectifs. Faire de l'argent. Toute entreprise a cet objectif-là. Qu'on soit... réalistiquement, c'est ça. Et donc 2, c'est les gens qui font cet argent. Or, du coup, on investit souvent beaucoup dans le management des gens, mais on les recrute pas bien. Or, tu recrutes une personne qui est incroyable, t'as quasiment pas besoin de la manager. Parce qu'elle est hyper autonome, parce qu'elle a les compétences. Tu vas juste être là pour l'accompagner et la faire se développer. Mais un bon recrutement, c'est des erreurs de management que tu évites. Inversement, un mauvais recrutement, c'est un problème pour plus tard que tu vas avoir, surtout si tu ne te rends pas compte en période d'essai. Et donc, j'aimerais que les entreprises réalisent que le recrutement, c'est du business et que toute personne qui recrute doit, alors à minima, j'allais dire être formé, c'est un gros mot, mais au moins conscientise que le recrutement est un acte managérial et pas un acte RH.
Ok. Voilà, ça c'est mon rêve. Ouais. Et entreprise de toute taille, tu vois, genre de la PME dans l'ébénisterie jusqu'à un grand groupe du CAC 40, que toute entité, et dans le public aussi, tu vois. Genre hier, j'ai enregistré un podcast avec une personne qui était DRH du département des Deux-Sèvres, bah même dans le public, réaliser que c'est quand même un truc qui a un impact derrière sur demain, quoi. C'est pas un truc à prendre à la légère. Voilà. Le but. Merci pour ces 2 questions, très pertinentes, Émilie. En plus, c'était improvisé, hein, donc tu n'avais pas préparé ça avant. C'était le petit jeu du coup avant de passer donc à la partie 2. La partie 2, c'est une partie importante, c'est comment est-ce que on fait venir, où on va chercher les profils atypiques. Donc, première question pour toi, est-ce que c'est possible déjà, en gros, naturellement, d'attirer des profils atypiques, qu'un profil atypique qui passe devant une entreprise se dise « Ah, je veux postuler là parce que je veux me sentir accueilli ». Comment tu fais ça ? Alors, je pense que déjà, il faut alléger les offres d'emploi des informations qui ne sont pas nécessaires. C'est-à-dire que souvent, on a un peu des annonces types qu'on réutilise et il faut les adapter, en fait. C'est-à-dire que si le poste, là, tout de suite qu'on a recruté, il ne nécessite pas un diplôme, il ne nécessite pas un nombre d'années d'expérience ou autre, il faut enlever tout ça. Et à contrario, il faut faire valoir le fait qu'on va former, qu'on est ouvert à tout type de profil. Ça peut sembler induit pour certains de se dire si j'enlève qu'il n'y a pas de niveau d'expérience, ça veut bien dire qu'on est ouvert. C'est pas si clair pour les gens qui sont peut-être très éloignés de ce secteur, qui vont se dire. Alors je vais prendre le secteur de l'assurance parce que c'est celui que je connais le mieux. On entend très souvent des candidats nous dire je pensais qu'il fallait un diplôme. Et le fait qu'on écrive que nous sommes ouverts à tout type de profil et qu'on forme leur donne cette possibilité de candidater. Donc ça, c'est vraiment un premier point qui est assez important. Parce que je disais tout à l'heure, quand on prenait le petit-déj, tu vois que pour moi, les gens qui dirigeaient des agences d'assurance, vu qu'ils ont leur nom sur leur devanture, je pensais qu'en effet, il fallait un diplôme spécifique, tu vois. Ouais, exactement. Donc, c'est drôle. Et du coup, tu te dis, c'est pas pour moi, parce que j'ai pas le diplôme. Tu t'auto-disqualifies, alors qu'en fait, tu sais même pas. Exactement. Trop bien. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est un point important. Évidemment, on la met à jour, c'est-à-dire que si au contraire, l'offre nécessite pour une raison ou une autre une expérience, un diplôme, alors on l'ajuste pour justement que les candidats, s'ils s'habituent, si tout le monde joue le jeu, si tout le monde fait ça dans la vie de demain, que tout le monde adapte vraiment parfaitement le profil sur l'offre de poste, les candidats finiront entre guillemets par s'acclimater et apprivoiser les choses et savoir à quoi ils peuvent candidater ou non, en fait, aussi, ça leur donnera cette possibilité-là. Après, pour se faire connaître, les vidéos métiers, on peut voir circuler par l'entreprise, avoir des... Je peux t'interrompre sur ça, mais dans les vidéos métiers, ce qui est chouette, c'est qu'en plus, tu peux, toi, faire exprès d'interroger des personnes qui n'ont pas le parcours qui est censé être le parcours là-dessus. Exactement. Et du coup, qui vont dire, regardez, moi, on n'a pas cru en moi dans X et Y entreprise. Par contre, ici, chez Covea, on m'a fait confiance parce que X ou Y raison. Et donc, du coup, tu viens tordre un peu le narratif. Exactement. Et puis, ils présentent aussi leur métier, ce qui peut, pour les profils atypiques, qui connaissent pas ce secteur, ils savent pas trop... on va reprendre ton exemple tout à l'heure sur les directeurs d'agence. Là, on parlait de titres ou de diplômes, mais ça peut être pareil. C'est qu'est-ce qu'ils font. Mais déjà, le directeur d'agence chez nous, il fait peut-être pas la même chose que le directeur d'agence dans une autre entreprise. Donc, c'est bien aussi de pouvoir expliquer ce qu'on fait en quelques mots et puis de l'inclure dans l'offre d'emploi, par exemple. D'avoir aussi des collaborateurs qui sont ambassadeurs, qui peuvent répondre peut-être en ligne, sur les réseaux sociaux, à des questions qu'on peut se poser. Ça peut être aussi une démarche intéressante. Après, il y a pour moi toute la partie travailler avec les partenaires locaux. France Travail, des associations diverses et variées, on peut en citer quelques-unes, mais nos quartiers ont du talent par exemple, ou d'autres, mais en tout cas travailler avec des associations, avoir aussi des contacts avec les missions locales, tous les partenaires locaux qu'on peut avoir. Ça c'est une démarche proactive que tu dois faire parce qu'en effet sinon ça ne sera pas tout seul, même tu vois genre avec la GFIP pour des personnes en situation de handicap, c'est parce que tu fais la démarche que du coup tu vas avoir des profils qui seront plus différents que ceux que tu aurais qui postuleront, mais faut le vouloir quoi. Exactement. Et puis, être présent aussi, c'est important au salon de recrutement, des teams qui peuvent exister, toujours une fois, localement parlant. Se faire connaître, aller au contact, montrer qu'on est là, qui on est. Ça peut être un point d'entrée. Nous, on voit beaucoup de personnes qui viennent nous voir sur ces événements, plus pour voir ce qu'on fait. Ils ne nous connaissent pas. Ils nous le disent. On connaît les marques comme ça, mais on ne vous connaît pas. Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous faites ? Et en fait, c'est là qu'on suscite leur intérêt, alors qu'ils n'en avaient pas forcément en venant nous voir. Trop chouette. Donc voilà. Puis après, il y a du recrutement sans CV, mais on va en parler un petit peu plus loin. Mais c'est aussi un moyen d'afficher publiquement qu'on est ouvert en fait au profil. Trop bien. Si tu veux, parlons-en avant de parler du coup au sourcing. Donc toi, j'avais posé comme question, est-ce que tu crois à un monde sans CV, mais du coup, de ce que je crois comprendre, tu le fais déjà. Ça ressemble à quoi du coup ? Parce que pour plein de gens, c'est impensable le recrutement sans CV.
Ouais, bah oui, moi j'y crois effectivement, donc on en a parlé un petit peu, mais on a créé un modèle pour nous. Après, personnellement, moi je pense pas que quelques lignes sur un CV nous définit. Ça ne suffit pas à savoir qui on est. Donc oui, je crois à un monde sans CV. Après, il faut quand même rester lucide. Je voudrais quand même faire un petit aparté sur le fait que l'ensemble des métiers n'est pas accessible. Tout à l'heure, tu as parlé du chirurgien. C'est un très bon exemple. Dans le monde de la santé en général, toute professionnelle, dans la santé, tu vas... La santé, l'avocat, il y a plein de métiers. Et même au sein des assurances, il y a beaucoup de métiers qui obligent et qui nécessitent... Les actuaires, par exemple. Exactement, c'est un truc à part, par exemple. Donc voilà, il y a des postes qui l'exigent par le métier et il faut un diplôme. Mais il y a aussi des postes qui le nécessitent parce que le contexte de recrutement, l'équipe déjà en place, le contexte du recrutement, de quoi on a besoin, il faut aussi accepter de se dire qu'on ne peut pas toujours aller chercher ces profils-là. Et si on veut maintenir la diversité, il faut jouer le jeu jusqu'au bout et de ne pas toujours activer ce levier-là. Maintenant, une fois qu'on se dit ça, moi, j'estime que ça reste quand même un filtre qui ne doit servir que d'un filtre. Personnellement, je ne mène pas mes entretiens avec le CV. C'est-à-dire que je sais lire, je l'ai déjà lu. Maintenant, j'ai envie qu'ils me disent ce qui n'est pas du tout lisible sur le CV. Mais ce que je veux dire, du coup, concrètement, ça marche comment? Le temps je postule demain, je vais être conseiller clientèle à Aix-les-Bains. Je sais pas si tu as eu des agences à Aix-les-Bains. Du coup, je veux bosser là-bas. Donc, tu vas pas regarder mon CV du tout? Alors, donc chez nous, il y a les sourceurs et les recruteurs. Donc, si je travaille avec un sourceur, admettons sur le poste, il y a toujours... déjà, nous, on a un outil qui nous oblige à candidater avec le CV. Donc, ça, c'est une première chose. Maintenant, c'est plutôt l'ouverture qu'on laisse au profil. Mais encore une fois, tout va dépendre à Aix-les-Bains. Est-ce qu'on est déjà très ouvert de base ou pas? Est-ce qu'on a des contraintes? Comme je l'expliquais tout à l'heure, on peut avoir des contraintes liées au poste en tant que tel. Si on n'en a pas, on va plutôt regarder, est-ce qu'on t'a déjà rencontré, déjà évalué? Est-ce que tu connais bien sur un CDI, pas une alternance? Voilà. À part ces choses-là sur lesquelles on va mettre de côté le CV, non, on va effectivement faire au moins une présélection. Après, ça reste un filtre, une présélection. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va au bout avec tout le monde. Hein, ça, c'est logique. Mais effectivement, on va quand même te rencontrer pour voir si on peut avancer avec toi. Tout dépend aussi de la ville, du contexte, du volume de CV. En fait, c'est la vraie vie du recruteur qui va vivre avec plein d'autres choses que le profil atypique en tant que tel. Et ce que je me dis, du coup, c'est qu'en entretien, tu t'appuieras pas sur ça et tu ne poses pas la question allez-y, présentez-vous, quoi. Ah non, alors moi, par contre, si tu me rencontres moi en entretien... oui, elle était là ta question, excuse-moi. T'inquiète. Oui, si tu me rencontres en entretien, non, je vais pas te demander de te présenter. Je vais commencer toujours de la même manière en disant, voilà, j'ai vu le CV, mais en fait, le CV m'intéresse pas. On va le mettre de côté. Donc, je vais te dire, raconte-moi ce qui n'est pas visible sur le CV. C'est quoi le fil conducteur? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi qui t'anime? Ça, c'est drôle, genre, je le sais beaucoup aussi, même quasiment tout le temps quand je recrutais, enfin la plupart des jobs. Après, il y a des profils, par exemple, des profils genre de directeur, directrice dans les codex commerce, souvent ils sont tellement habitués qu'ils vont quand même t'en parler et t'as besoin de savoir ça parce que c'est rassurant. Mais et ça les perturbe les candidats quand tu leur demandes, j'ai déjà vu ton CV, n'en parlez pas, ils sont genre, mais tu sais, genre, parce qu'ils sont tellement, comment je dirais, formatés. Ouais, formatés, c'est ça le mot que je cherchais, merci, par ça, que du coup ils vont vouloir le faire et des fois, même tu leur demandes ça et ils vont quand même te parler de leur CV et tu dois les couper en mode non, mais genre, allez-y, faites ça. Et c'est là aussi que c'est terrible ce qu'on fait vivre aux candidats. Oui, et c'est là où il faut rester soi-même adaptable. C'est-à-dire que si on sent que ça devient vraiment très compliqué pour eux, presque même anxiogène, il faut pas oublier que c'est le début de l'entretien, il ne faut pas les mettre mal. Bon, on les laisse poursuivre un petit peu en leur rappelant gentiment d'aller un petit peu à l'essentiel, mais on peut entendre qu'ils se sont préparés et qu'ils ont envie de dérouler leur CV. Trop chouette. Trop bien, donc du coup tu me disais, donc ça c'est quand ils viennent à toi, comment tu du coup vas aller, admettons ils viennent pas, donc tu mets tout ce que tu as mis en place, il n'y a pas de profil atypique qui postule, est-ce que dans ta démarche de sourcing tu peux favoriser les profils atypiques? Et si oui, comment? Donc pour aller les chercher, hein, c'est ça ta question. Alors moi je ne crois pas qu'on puisse vraiment aller les chercher, parce que déjà c'est compliqué d'anticiper leur coup d'après, puisqu'ils sont atypiques. On peut pas vraiment savoir s'ils vont avoir envie de rejoindre notre secteur. Du coup, je dirais que le levier sur lequel il faut s'appuyer, c'est la curiosité, que j'évoquais tout à l'heure. Donc, communiquer sur les métiers, ce qu'on s'est déjà dit, sur les pratiques, l'accompagnement qu'on propose. Je pense qu'il faut beaucoup parler de l'accompagnement. Oui. Parce que c'est un vrai point important. Si on veut faire une reconversion, il faut qu'on se sécurise sur la reconversion et qu'on sache qu'on va être bien accompagné. Dans le message d'approche, tu pourrais leur dire ça, par exemple. Genre, on t'accompagnera, t'as pas besoin d'avoir un diplôme, on te forme pendant 3 mois, viens comme tu es, quoi. C'est McDonald's, quoi. En fait, il faut leur donner un maximum d'informations pour qu'ils puissent se projeter sur un poste qu'ils ne connaissent pas et sur lequel ils se sont peut-être jamais intéressés, puisqu'on va aller chercher, et qu'ils s'aperçoivent que finalement, oui, c'est peut-être ça qu'ils ont envie de faire aujourd'hui. Donc,
Je dirais que si on veut vraiment aller chercher des profils atypiques, je pense qu'il faut véritablement bien aller chercher les compétences comportementales du poste pour lequel on recrute, donc ceux vraiment qu'on exige, de faire une petite analyse pour savoir dans quels autres métiers on peut les trouver, ces compétences comportementales, parce qu'il y en a, tout à l'heure on a parlé de compétences transférables, et justement du coup, on va aller activer le levier de curiosité en allant approcher ces personnes-là qui travaillent peut-être dans un autre secteur, dans un autre métier, mais pour lesquelles on sait qu'ils vont avoir des compétences intéressantes. Et c'est ça qu'on va leur dire finalement. Aujourd'hui, dans votre métier, vous faites telle chose en termes de compétences transférables. On propose la même chose, mais dans un autre environnement. Trop bien. Tu transcris, tu donnes de la valeur aux compétences transférables, là où d'habitude, souvent, c'est pas forcément ce qui est pris en premier. J'ai peut-être un petit exemple à te donner. Alors, ça n'a pas abouti, mais c'est pas très grave. J'ai démarché une serveuse dans un restaurant, comme ça. Elle avait un sens du service mais incroyable. Elle avait un relationnel... Ce qui est rare pour être signalé. Elle avait un relationnel... À Lyon, d'ailleurs. Elle avait un relationnel vraiment incroyable. Okay. Je me suis dit, mais... Je la veux, on va la recruter. Et en fait, à un moment donné, elle arrive à la table et je lui dis, excusez-moi, vous êtes en CDI ici En CDD, elle me dit, aucun des deux, je suis auto-entrepreneuse. Alors, je ne savais même pas que ça existait sur les métiers de serveur. Et je lui dis, et vous en êtes où ? Vous êtes en veille ? Ça vous plaît ? Enfin voilà, je lui pose 2-3 questions comme ça et je vois bien, elle se met à rigoler. Elle me dit, pourquoi ? Et donc, je lui explique que je suis recruteuse dans les assurances et que on recrute sur beaucoup de métiers en relation client. Et je lui dis, est-ce que ça pourrait vous intéresser ? Hop, curiosité activée, je lui parle de l'assurance. Secteur souvent qu'on pense inaccessible, ce qui n'est pas forcément vrai. Et en fait, elle m'a dit, oui, pourquoi pas. Je me pose en ce moment des questions, on tombe aussi des fois au bon moment. Comment ? Je lui laisse ma carte, donc en plus, je prends le risque, c'est-à-dire que c'est moi qui lui laisse mon numéro, je n'ai pas le sien. Oui, souvent, c'est pas trop une reco, en effet. Non, c'est pas forcément une reco, mais en même temps, elle n'est pas dans... c'est différent. Elle n'est pas dans une démarche, elle est totalement atypique, et si à un moment donné, elle veut pas... Voilà, et si elle veut pas... L'idée, c'était plutôt de lui laisser le temps de réfléchir, et en fait, elle m'a quand même contactée. Elle m'a envoyé un petit SMS, on a convenu d'un rendez-vous, je lui ai présenté les 2 typologies de métiers sur lesquelles on pourrait la recruter. Finalement, ça n'a pas abouti parce qu'en tant qu'auto-entrepreneuse, et tu le sais, il y a une certaine liberté qu'on ne peut pas avoir dans le salariat. Et finalement, les horaires, elle s'est rendue compte que finalement, elle tenait plus à ça pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, qu'à autre chose. Mais peut-être que dans 3 ans, elle te recontactera. Exactement. La petite graine qui a été semée peut-être servira un jour, mais en tout cas, les échanges étaient très chouettes et je reste persuadée qu'elle était très intéressante. Ou à minima, tu lui auras donné la confiance de se dire un jour qu'elle peut postuler à autre chose parce que du coup, elle se dira si jamais on m'a proposé ça, c'est que je peux peut-être le faire. Exactement. Trop stylé, merci pour ça. Avant du coup de passer à la partie 3, c'est notre dernière partie sur comment est-ce que justement on évalue les profils atypiques. C'est l'heure du deuxième petit jeu de l'épisode. Le jeu, c'est le Fast and Tam Tam. C'est comme le Fast and Curious que fait nos chers amis de chez Combini. Donc, tu auras des propositions, tu auras 2 choix que je te ferai. Et ton but, c'est que tu répondes spontanément, sans non plus faire à chaque fois un épilogue sur le sujet. Ouais. Donc, dire ce que tu préfères. Et soit c'est simple et limpide, soit du coup t'expliquer pourquoi. Ok. Ça te va ? Ouais, ça me va. Attention, est-ce que tu es prête, Émilie ? Je suis prête. 3, 2, 1. Tu préfères un CV atypique pour lequel tu te bats depuis 6 mois ou un CV classique mais qui est 2 fois plus performant sur le job ? Dur. Je commence dur. Ouais. En tant que recruteuse, atypique. Ok. Juger le candidat qui n'arrange pas sa tasse à café en quittant l'entretien ou juger le candidat qui arrive en Bermuda ? Je juge jamais. C'était ça. Recruter sur annonce ou recruter en chassant ? En vrai, les deux, ça dépend beaucoup de ton recrutement. Niort ou Lyon ? Niort parce qu'il y a ma fille. Une IA qui te permettrait d'évaluer les compétences sans biais ou une IA qui permet de prédire la performance de la personne dans 6 mois ? Qui permet de prédire la performance. Avoir un collègue qui chante tout le temps, genre H24, ou un collègue qui parle jamais, genre jamais ? Qui chante. Le Marais-Poitevin ou La Rochelle ? La Rochelle. L'IA qui remplace les recruteurs et les recruteuses ou l'IA qui les améliore ? Qui les améliore. Un manager non discriminant mais qui te répond en 2 semaines ou un manager qui discrimine un peu mais qui répond en 2 heures ? Qui met 2 semaines à répondre. Le CAC ou la brèche ? La brèche. Là, les parisiennes qui nous écoutent sont là, qu'est-ce qu'ils racontent, c'est quoi ces trucs ? Et encore, on n'a pas parlé de ce qu'on disait avant l'épisode sur la science et tout. Et dernière question pour toi, tu préfères passer 1 mois sans LinkedIn ou 1 mois sans Instagram ? Waouh. La pire question de toutes.
Franchement, j'ai 34 ans, je crois que je préfère un mois sans Instagram. Ça me fait mal. Ouch. Ouch. Après, on disait qu'on était la génération un peu perdue. Ben voilà, c'est là où on se rend compte qu'on est une génération chelou quand même. C'est vrai. Merci Émilie pour ces réponses. Ça t'a plu ce petit format? Ouais, c'est sympa. On passe du coup à la troisième partie. La troisième partie, c'est une fois qu'on a compris que c'était important d'avoir des profils atypiques, une fois qu'on arrive à les attirer, qu'on arrive à aller les chercher, comment on les évalue? Première question, je mets les pieds dans le plat. Est-ce qu'on peut faire de la discrimination positive? Ah ouais, direct, comme ça. Déjà, peut-être que pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément ta version de la discrimination positive, ouais, du coup, voilà. ouais. Peut-être pour ceux qui ne maîtrisent pas trop ce terme, faut juste rappeler que ça existe, c'est légal, dans certains cas seulement. Notamment à ce qui va toucher un peu tout ce qui va toucher au quota, hein, donc la parité femmes-hommes, le recrutement des personnes avec une reconnaissance travailleurs handicapés, par exemple, mais aussi des discriminations liées à l'âge, le genre, les caractéristiques physiques, ça on n'y pense pas, mais par exemple les acteurs, puisqu'ils vont jouer un rôle, les mannequins et compagnie. Donc ça, c'est accepté, c'est légal. Mais en ce qui concerne les profils atypiques, pour moi, c'est pas trop le sujet. En tout cas selon moi, c'est pas ce qu'on vient chercher en fait, et c'est pas ce qu'on vient faire ici en recrutant des profils atypiques. Pour moi, l'idée c'est plutôt d'ouvrir la porte à tous, d'aller chercher les bonnes compétences comportementales, les soft skills, hein, on se dit régulièrement. Ce qui va finalement être essentiel pour l'entreprise en termes de posture, en termes de cohérence entre le profil, la culture de l'entreprise, l'équipe aussi, qui rentre beaucoup en compte. Le recrutement, c'est beaucoup plus complexe que les gens se l'imaginent et qu'on a peut-être tendance un petit peu à oublier. Et donc finalement, en allant chercher des profils atypiques, on vient parfois chercher ça, qu'on ne trouve pas dans les profils typiques dans le bassin, dans l'endroit où on est en train de recruter, ou alors parce qu'on a recruté beaucoup de profils typiques et là on veut faire entrer autre chose. Mais ça vient encore une fois répondre à une équipe, à une diversité équipe. Donc à mon sens, on ne vient pas faire de discrimination positive, c'est pas du tout ce qu'on vient faire avec le profil atypique. Et quand on recrute sans CV, en fait, on recrute aussi des profils dans la cible. C'est ça qu'il ne faut pas oublier de dire. Bien sûr. Mais en tout cas, on va recruter de manière beaucoup plus factuelle, en s'enlevant d'une expérience et en étant plutôt vraiment sur la personnalité et les compétences comportementales. Et on va venir faire matcher avec nos valeurs entreprises, nos exigences. Et en fait, on vient chercher plutôt une valeur ajoutée à l'équipe déjà en place. Trop bien. Et du coup, sur ça, donc, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais comment tu mets en place un process qui, du coup, un process qui met en avant, enfin, en tout cas, je recommence ma question. Comment tu mets en place un process qui ne va pas discriminer, du coup, des profils atypiques, ou en tout cas qui laisse sa place à tout le monde? Tu as un peu évoqué ça avec le recrutement sans CV, qui est la première étape. C'est quoi la suite? Parce que c'est déjà bien, mais une fois arrivé à l'entretien, comment tu t'assures que ton évaluation est la plus objective possible pour ne pas, en tout cas, écarter les profils atypiques? Ouais. Alors, je dirais que ça commence pas par le recruter sans CV. En fait, il y a plein de possibilités, il y a plein de façons. Donc, je pense que quand on veut vraiment, on peut le faire. Mais le recrutement sans CV, je vais en parler plutôt après. Mais déjà, avant ça, ça commence par le sourcing. Déjà, c'est la base, c'est l'entrée. Donc, l'annonce, on l'a évoqué tout à l'heure, il faut vraiment qu'elle soit soignée pour offrir cette possibilité à tous. C'est vraiment le point de départ. Et puis, il faut que faut que tout le monde suive le mouvement derrière. Oui. Donc, derrière, c'est pas de tri de CV, ou en tout cas pas trop sélectif, comme on l'a évoqué tout à l'heure, hormis certains points importants. Et si CV il y a, parce que ça dépend encore une fois des outils qu'on utilise. Une présélection qui va vraiment être orientée sur le projet pro, les motivations, une ou deux compétences comportementales importantes pour le poste, parce qu'il y a aussi des exigences quand même, bien sûr, qu'on ne perd pas de vue, et le matching valeur. On s'oriente là-dessus. L'expérience, le parcours, ça ne nous intéresse pas et ça ne doit absolument pas être abordé à cette étape-là. Pour l'entretien, comme j'ai dit tout à l'heure, on laisse de côté. On oublie la phrase justement, présentez votre parcours. Allez-y, présentez-vous. 30 minutes plus tard. Ça nous apprend rien et ça nous prend beaucoup de temps dans l'entretien. C'est chiant. Quand on enlève... Ah non, mais c'est pour tout le monde et pour le candidat aussi. Donc quand on enlève cette étape, on a beaucoup plus de temps pour aller découvrir qui on a en face de nous, ses valeurs, ce qu'il prône, ce qui l'anime au quotidien. Et c'est ça qu'on a besoin de savoir. Finalement, le recrutement, on a besoin de sécurité quand on valide un profil. Et la sécurité, c'est la bonne personne au bon endroit au bon moment. Et donc, c'est ça qu'on doit venir chercher dans l'entretien. Et après, alors, c'est vrai que je m'étais dit de mener des entretiens plutôt structurés. Alors, nous, c'est pas au sens très strict du terme non plus, c'est pas chaque même question, c'est pas ça, mais c'est plutôt de se dire, mes compétences du poste, elles sont celles-ci, et c'est cela que je viens évaluer chacun de mes candidats. Après, on fait du rebond, voilà, les questions sont forcément formulées différemment, mais on cherche toujours les mêmes compétences
pour chacun des candidats qu'on reçoit pour le même poste. Ça permet de laisser la même chance à tout le monde. Et effectivement, après, on aura tout ce qui touche au recrutement sans CV. Mais avant ça, on a aussi, nous, plusieurs façons de travailler chez nous. On va avoir notamment des présélections par modèle prédictif. Tout à l'heure, on a parlé de prédiction. On n'est pas tout à fait sur ce que tu as évoqué, mais presque. Nous, on travaille avec Assess First. On crée en fait un modèle par rapport à des compétences comportementales attendues, donc qui sont en lien avec nos attentes en personnalité, en motivation, en raisonnement, parce que c'est un point important quand même aussi chez nous. Bien sûr. Parce qu'on forme, mais voilà, il faut aussi justement être en capacité de pour faire le job, bien sûr. Voilà, exactement, la formation, d'intégrer la formation. Et donc, on fait ce modèle, et quand les candidats viennent répondre sur leur profil aux 3 tests d'Assess First, il y a un matching. Ça match ou pas. Et donc, c'est notre étape de filtre de présélection. Trop bien. Et donc, c'est là où tu as de l'atypique, en effet, potentiellement, parce que on a beaucoup d'atypique, tu sais pas, du coup, forcément, ce qu'il y a sur le CV derrière. Ouais. Je pourrais peut-être donner un exemple sur ce point-là. Chaud. J'ai recruté récemment une directrice d'agence. Justement, on m'avait donné la liste des points vraiment importants. Et en gros, je caricature, mais c'est juste pour donner l'image, on cherchait une main de fer dans un gant de velours. En gros. Il fallait, par contre, il y avait une exigence d'expérience managériale en termes d'années. Donc, j'ai juste fait le tri de CV par rapport à cette exigence. Et en fait, ensuite, j'ai envoyé les tests à tout le monde. Et ça a été mon étape de présélection. C'est-à-dire que je n'ai pas fait du tout de présélection téléphonique, orale. Ça a été ma seule étape de présélection. Et pour un poste de directeur d'agence, je me suis retrouvée à faire finalement que 3 entretiens. T'as pris les 3 qui étaient le plus matchés, qui matchaient le plus, entre guillemets, quoi. Ouais, et qui étaient plutôt des bons profils avec lesquels j'ai avancé. Non, j'en ai eu 4, dont 3 que j'ai poussés. D'accord. Donc, on est quand même sur un bon rendement, et on a recruté. Donc, quelqu'un qui était manager, puisqu'on cherchait de l'expérience managériale, mais qui était dans le social. Ok, donc rien à voir. Rien à voir. Et en même temps, le social, comme tu dis, le fameux gant de fer dans une... C'est quoi j'ai plus, main de fer dans un gant de velours, c'est ça. Je sais pas si c'est la bonne phrase, mais dans le social, c'est souvent ça. On s'imagine le social en mode bisounours, mais non, c'est aussi concilié avec des budgets qui sont durs, avec des politiques publiques qui t'imposent des trucs. Donc en vrai, il y a un lien. Oui, exactement. Mais voilà, donc du coup, ça peut être un bon moyen aussi de contourner. Donc là, je te donne un exemple où il y a eu un tri de CV parce qu'il y avait une exigence d'expérience, mais on le fait aussi sur des postes sur lesquels on n'a pas de tri de CV. On envoie à tout le monde et ça passe par ça. Et puis, on a fait un modèle de recrutement sans CV. Donc, en fait, on passe par de la simulation d'exercice, mais qu'on a conçu nous-mêmes, pour nous-mêmes, avec nos propres regards et nos propres besoins. Et les hiring managers, ils sont avec nous. Dans ce process, donc c'est du full sans CV pour eux compris. Trop bien. Et comme on aime bien les taquiner jusqu'au bout, alors ça les fait rire parce que je le dis devant eux aux candidats, mais on ne leur donne jamais le CV. C'est-à-dire que quand les collaborateurs intègrent, on estime qu'ils découvriront avec leurs collaborateurs qui ils sont. C'est drôle. Et qu'ils n'ont pas besoin de le savoir avant. Donc nous, on quand même, juste peut-être pour donner ce petit point important, nous on regarde le recrutement, le CV, après la validation. C'est-à-dire qu'on se dit entre nous, on y va pas. Mais on regarde au moment où on appelle pour la rémunération, pour le positionnement salarial. Bien sûr. Parce que par contre, selon l'expérience, on prend en compte quand même l'expérience. Donc là, on regarde pour le positionnement salarial et la proposition. Mais on prend la décision avant. Tu m'as presque piqué la question que j'allais te poser, en effet, que ma dernière question sur ce sujet. Souvent, quand moi, tu fais des formations à des recruteurs et des recruteuses RH, souvent, ils sont OK sur le principe. La plupart te disent, en effet, nous, on ne discrimine pas, on n'a pas trop de biais, bon, même s'ils en ont, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a cette volonté de bien faire. Par contre, quand j'ai un public en face de moi qui est un public de hiring manager, c'est pas la même chose. Voire même, il te sort des dingueries en entretien, ce que j'ai dit tout à l'heure. L'autre jour, quelqu'un qui m'a sorti, non, mais moi, les femmes enceintes, je recrute plus parce que c'est chiant. Et pour eux, c'est normal de dire ça, tu vois, parce que c'est un fait. Ça, pour eux, dans leur tête, ça bloque leur business. Bon bref, c'est pas le sujet. Comment tu fais pour embarquer ces managers qui sont encore justement à discriminer, qui sont des fois, qui ont des raccourcis, comment tu les embarques avec toi pour qu'ils soient d'accord avec ce que tu viens de dire là depuis le début de l'épisode? Ouais. Alors peut-être déjà je commencerai par dire qu'il n'y a pas que les managers. En fait il y a nous aussi au recrutement. Parce que les biais cognitifs que tu as évoqués, ils sont humains et chez tout le monde. Donc la première étape, c'est peut-être déjà de prendre connaissance de ce que c'est un biais. Ils sont nombreux, donc de connaître les biais, justement les différents biais, parce qu'on veut savoir lesquels nous parlent le plus et reconnaître dans chaque biais à quel moment du recrutement ça résonne chez nous et à quel moment on peut être amené à avoir ces biais-là. C'est le seul moyen finalement de réussir à le contourner un petit peu, c'est de le savoir. Donc ça, c'est la première chose. Après, c'est une partie difficile d'accompagner la partie managériale parce que ça prend du temps et ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc là, je pense que la première étape, c'est d'accepter que ça va être long. C'est la première étape. Et surtout, derrière, c'est d'essayer de comprendre, de pas être dans le jugement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pas juger de pourquoi ils disent et pourquoi ils font. Il faut essayer de comprendre pourquoi ils pensent ça. Souvent,
c'est très facile, c'est souvent la même chose. J'ai eu une expérience d'eux, et c'est leur trauma. Voilà, c'est le trauma. Ils ont vécu une mauvaise expérience et donc ça contamine tout le reste. Exactement. C'est comme ça. Voilà. Après, du coup, il faut des raccourcis. Pareil dans la vie perso, tu vois, genre dans des relations de couple, t'as des gens qui disent non, j'ai déjà essayé, j'en sais rien, n'importe quoi. Une fois, une boxeuse, c'est mal passé et du coup, je veux plus une boxeuse. Exactement. Ça n'a aucun sens, mais. Exactement, tout à fait ça. Donc voilà, déjà, il faut partir du pourquoi. Leur poser la question, essayer de comprendre, d'analyser. Et puis après, il faut construire la relation de confiance. La base, c'est la relation de confiance. Comment tu fais ça Comment tu fais ça ? Tu as beaucoup de choses. Déjà, il faut aller sur le terrain pour mieux comprendre la réalité qu'ils vivent. Surtout dans tes métiers à toi, où c'est des métiers opérationnels sur le terrain. Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, d'être au plus près du terrain, connaître les équipes en particularité. Alors, comme tu viens de le souligner, nous, c'est vrai que tout à l'heure, tu as dit que j'étais à Niort, on est sur les sièges sociaux au niveau du recrutement. On ne peut pas aller dans toutes les agences, pas aller dans tous les... C'est pas possible. Mais en tout cas, là où on recrute le plus, là où on va le plus souvent, être le plus en contact possible, connaître les particularités de l'équipe, même si on ne peut pas aller s'asseoir à côté. Il faut que le manager nous décrive vraiment comment se comporte son équipe. Oui, tu vois, pour se positionner là-dessus, admettons, toi, par exemple, tu es sur la zone du coup Aura et Sud-Est, ça représente combien de collaborateurs, collaboratrices globales sur Covea, sur l'espace pour lequel tu recrutes, c'est grosso modo combien de personnes, pour voir à quel point c'est pas possible de tous les connaître. Je ne saurais pas sur la zone entière, mais je peux te dire pour Lyon, parce que j'ai fait l'exercice, il y a plus de 700 collaborateurs. Ne serait-ce que sur Lyon. Juste à Lyon. Ouais, donc c'est un truc de fou. Donc en fait, ne serait-ce que Lyon, tu peux pas connaître tout le monde, c'est pas possible. Non. Ok, trop bien, intéressant. Ouais, et pourtant, je connais déjà très bien Lyon, parce que j'y vais quand même souvent, mais je ne connais pas tout le monde. Mais c'est logique. Ouais, impossible. Donc voilà, c'est vraiment s'asseoir à côté d'eux aussi en entretien. Déjà parce que comme ça, on peut écouter et apprendre, parce qu'on apprend aussi des questions assez intéressantes. Mais aussi, justement, peut-être leur donner un petit peu des tips. Les questions à éviter, bien sûr, mais pas être toujours dans le faux pas. Mais aussi dans comment on peut faire autrement et accompagner à faire différemment. Voilà, ça peut être bénéfique aussi dans la confiance parce qu'ils vont nous entendre poser des questions. Ils vont entendre ce qu'on va chercher, ils vont se rendre compte qu'en fait, on est quand même assez pertinent. Mais l'air de rien, ça peut sembler pas grand-chose, mais comme on est souvent dans nos bureaux, loin d'eux, ils peuvent s'imaginer que c'est très standard et que c'est pas toujours bien adapté s'ils ne nous connaissent pas. Donc ça, c'est aussi un moyen de gagner de la confiance. Apporter de la mixité dans les profils aussi, une fois que... Alors, selon les process de recrutement, des fois, nous, on fait des entretiens ensemble en binôme, mais quand on les fait dans un process où on rencontre d'abord, puis eux, c'est de proposer de la mixité. Il ne faut pas leur donner l'impression qu'ils sont obligés d'eux. Si on envoie 3 profils atypiques, ils vont dire de toute façon, on est obligé. Avec Émilie, j'en ai marre, c'est que des guignols. Alors déjà, part du principe où c'est déjà ce qu'ils pensent un peu à Lyon, ils en ont marre de mes discours à profils atypiques. Non mais je plaisante, ils jouent vraiment bien le jeu, mais faut pas qu'ils se sentent pris au piège non plus, c'est pas l'objectif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, puis de toute façon, encore une fois, c'est pas l'objectif de proposer que du profil atypique, mais c'est aussi pour qu'ils puissent voir qu'on est dans l'ouverture, on est dans l'échange, ils ont du choix. Et peut-être que le meilleur des choix, finalement, c'était bien le profil atypique. Tu vois, récemment, j'avais 2 postes à pourvoir au même endroit. J'aurais poussé 5 profils, dont 2 qu'on avait rencontrés en recrutement sans CV, nous, sur un autre poste, mais pour lesquels on les a redirigés vers un autre métier. Okay. Donc pour de la gestion de sinistre, finalement. Elles ont été rencontrées, mais je leur ai poussé aussi 3 autres profils, plus ou moins dans la cible. Pour moi, c'était les 2 qui se démarquaient, selon moi. C'était les 2 du recrutement sans CV. Okay. Ouais. C'est les 2 qui ont été retenus. Trop bien. Mais ils ont eu le choix. Ils ont rencontré 5 personnes, que des bons profils. Tu les as pas imposés, en effet, de faire ta shortlist de profils atypiques. Donc voilà, ça peut fonctionner, mais voilà, il faut le travailler. Tu vois, même sur ce point, je rajoute un truc que moi je faisais beaucoup, c'est pas bien, les gens qui nous écoutent, attention, mais tu vois, genre pour les managers avec lesquels je bossais, qui étaient les plus justement stricts et qui voulaient vraiment genre des top écoles, je faisais un truc qui était de la manipulation, mais c'était pour le, enfin comment je dirais, dans le bon sens de l'histoire, donc ça allait. Par exemple, quelqu'un qui me disait, moi je veux que du HEC, du coup je lui envoyais 2 candidats HEC qui étaient plutôt moyens, et genre 3 candidats d'une autre école de commerce qui étaient largement meilleurs. Et donc je choisissais les gens que j'envoyais exprès pour petit à petit, mois après mois, changer leur biais, et ça marchait, tu vois. Et c'est marrant, t'as ce genre de manager qui ne jurait que par le top 5 école de commerce et qui disait mais le petit ESC Clermont là finalement il était quand même très bien que tu m'avais trouvé, tu peux aller en chercher un autre. Et du coup des gens qui il y a encore un an te disaient moi je veux que du top 5, ils étaient prêts à ouvrir leur chakra à tout type d'école parce qu'ils réalisaient que c'était pas forcément un lien de causalité. Ouais, je comprends. C'est malin, mais par contre, quand même, si mes collègues écoutent, moi je fais pas ça. Oui, c'est pas bien. C'est mon avis à moi et c'est mon côté manipulateur. Mais je comprends. Je pense qu'un point aussi important, c'est d'amener des éléments très factuels et chiffrés, notamment du bassin d'emploi. Alors tout à l'heure, on parlait de Lyon. Je recrute pas qu'à Lyon, mais c'est assez parlant pour tout le monde. Lyon, c'est une grande ville. Pourquoi on a du mal à recruter, comment se comporte le bassin, comment se comportent les candidats, ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent. En fait, d'amener aussi des éléments
qui viennent conforter leur ressenti parce qu'ils sont présents localement. Donc, ils savent très bien comment ça se comporte localement, mais ils le savent en ressenti. C'est ça. Et venir factualiser, déjà, encore une fois, on assoit nous notre légitimité aussi, c'est notre rôle que de venir parler du marché de l'emploi. Mais ça vient aussi leur donner un petit peu d'éléments plus factuels et ça donne une bonne base pour justement travailler différemment. Travailler les périodes d'essai, le suivi, le volume... Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, regarder un petit peu dans le business. Ouais. Exactement. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre en relation régulière sur le sujet des managers qui sont vraiment des ambassadeurs sur le sujet. Ils sont à fond. Ils adorent. Profil atypique, c'est super. Même pas que profil atypique, juste recruter différemment, faire des choses différentes. Avec ceux qui sont un petit peu plus réfractaires au sujet. Parce que finalement, qu'est-ce qui va les convaincre davantage ? C'est l'expérience terrain. C'est pas ce que dit la recruteuse. C'est ça marche. Ça marche. Il faut que tu aies un recruteur qui dise j'ai fait, ça marche, parce c'est que comme moi. Pourquoi ça a plus d'impact que le recruteur ? C'est pas qu'il nous accorde moins d'importance, c'est que le recruteur, il n'a la vision que de j'ai recruté. Le manager, il va leur dire ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Ça s'est bien passé au quotidien. Exactement. Ça se passe toujours bien. Ça se passe toujours bien, comment l'accompagner, qu'est-ce que ça a amené ou pas amené. Et donc, le regard, il est très différent parce qu'il se parle entre pairs et il parle d'un quotidien que nous, en tant que recruteurs, on ne peut pas évoquer. Donc, il faut vraiment faire travailler les synergies. Et c'est vrai que ce qui fonctionne aussi pour nous à Lyon et ailleurs, c'est qu'on travaille beaucoup tous ensemble. Tout à l'heure, on a parlé de toutes nos marques. On est tous présents, toutes les marques sont présentes à Lyon. Et à Lyon, on est plus de 700, c'est pas compliqué, c'est parce qu'on a tous les domaines, tous les environnements de la relation client, des centres de gestion pour toutes les marques de gestion de sinistres, des agences pour toutes les marques. On a la vente par téléphone pour MAF et pour GMF. En fait, tout le monde est là, donc c'est très représenté, mais tout le monde est pris dans son quotidien. Et donc, tout le monde ne se parle pas. Et donc, c'est vrai que moi, je les amène à communiquer entre eux sur le recrutement, parce que c'est mon sujet. Et donc, ça peut créer justement ce type de synergie. Et puis, c'est former, apporter des connaissances techniques du recrutement aux managers. Ça doit te parler, parce que c'est ton métier. Mais on le fait aussi, du coup, nous, par exemple, en interne. Ça, encore une fois, ça finit d'asseoir notre légitimité, de finir de créer le lien avec eux, peut-être dans l'échange, et puis ça leur donne aussi des clés pour aller mener des entretiens différemment, et donc réussir à mener des entretiens, par exemple, avec des profils plus atypiques. Puis une fois que la relation de confiance, elle est construite par tout ça, parce qu'on s'est dit beaucoup de choses, et ça prend pas quelques mois, on peut travailler avec plus d'aisance, on peut embarquer et convaincre à tester des nouvelles choses, et puis tu sais, on dit toujours que la chance sourit aux audacieux, donc je pense qu'il faut savoir être audacieux quand on est recruteur, et c'est vrai que quand on a créé le modèle recruter sans CV, donc c'est notre équipe en collectif qu'on a créé ce format, on a tout monté assez vite parce qu'on a voulu répondre à un besoin très fort lyonnais, d'une quarantaine de recrutements d'un coup pour Lyon. On a ensuite embarqué les majors en disant Lyon, vous connaissez la situation, ça fait déjà longtemps qu'on en parlait. Voilà ce qu'on vous propose. Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il faut un ajustement ? Est-ce que vous êtes embarqués ? Vous avez envie ? Finalement, tout le monde était très emballé à l'idée de tester. Et puis, ça fait quasiment 2 ans maintenant. Donc, à chaque campagne qu'on fait, on fait des reportings, on fait du chiffre. Et comme je les réunis régulièrement, je l'affiche. Où est-ce que ça a fonctionné ? Où est-ce que ça n'a pas fonctionné ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on tire comme conclusion ? Comment on travaille différemment ? Il y a du profil atypique, mais pas que. En recrutant sans CV, encore une fois, on recrute tout type de profils, y compris des profils très dans la cible. Mais justement, après, on regarde dans le détail. Et qu'est-ce qui a fait la différence ? Et finalement, on se rend compte dans les chiffres. On a plusieurs modèles de recrutement chez nous. On a le sans CV, mais on a aussi le process classique. Mais dans le process classique, on a plusieurs process. Est-ce qu'on fait des entretiens en binôme, manager, recruteur ? Est-ce qu'on fait un process où on rencontre d'abord, puis eux, ou des fois l'inverse, quand vacances ou autre ? Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en tout cas, les process les plus classiques, en dehors de l'entretien binôme, c'est ce qui fonctionne le moins bien aujourd'hui. Quand on rencontre avant, puis eux, ou même l'inverse, c'est là où il y a le plus de fin de période d'essai. Ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, c'est l'entretien côte à côte, que ce soit par le biais du recrutement sans CV ou par un entretien classique. Trop bien. En vrai, je me dis je suis recruteuse, j'écoute ce podcast et je t'écoute tout ce que tu dis. J'ai trop envie de mettre en place tout ce que tu racontes là. C'est vraiment chouette. Est-ce que tu as un dernier conseil à rajouter pour quelqu'un qui se dit « Ok, vas-y, j'ai envie de passer le pas et de recruter des profils atypiques » avant que je te pose ensuite la question finale de l'épisode. Le dernier conseil, je pense qu'on l'a un petit peu dit, mais déjà, c'est d'accepter que tout ça prend du temps, que ça se construit et qu'il faut le cadrer en fait. C'est pas demain je fais du profil atypique, hop je me lance YOLO, tout seul dans mon coin. Oui, c'est pas facile contrairement à ce qu'on pourrait c'est croire. Pas facile. Ça prend du temps. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, comment on embarque les managers ? Parce qu'en fait, si ça passe le filtre RH,
recrutement, mais qu'en fait, ça ne passe pas le filtre manager, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps et même tu crées des faux espoirs pour les candidats en plus. Exactement. Et attention, ça ne s'arrête pas, ils ont accepté de recruter. C'est comment ils vont accompagner un profil atypique. Parce que moi, je vais prendre le secteur de l'assurance. On a dit tout à l'heure, on forme, on accompagne sur le métier de la relation client. Ça reste des métiers quand même très techniques. L'air de rien, c'est quand même très technique, l'assurance. Donc, faut aimer, voilà. Mais surtout, il faut accompagner différemment. On a un service formation qui fait ça très bien sur la partie technique. Mais après, dans le poste, parfois, ils vont mettre plus de temps. Parce qu'ils sont tellement éloignés du secteur qu'ils ont plus de difficultés. Mais finalement, quand on laisse le temps, quand on suit les choses, on se rend compte que ça fonctionne. Donc moi, ce que je disais avec mes collègues managers, on a fait un petit atelier sur le onboarding, le preboarding, tout ça, on a un petit peu travaillé ces sujets-là. Ce que je leur disais, c'est qu'il ne faut pas veiller à la réussite tout de suite pendant la période d'essai. Il faut veiller à la progression. Est-ce que ça progresse ? Même doucement. Est-ce que ça progresse ? Si ça progresse, on est sur la bonne voie. C'est quand ça progresse plus que voilà, il faut commencer peut-être à surveiller, à voir comment on accompagne différemment, parce que ça n'est pas un succès à 100%, hein, les profils atypiques, comme tous les profils. Donc voilà, je dirais que c'est d'abord de s'assurer d'avoir bien les managers qui sont prêts à suivre jusqu'au bout, pendant la période d'essai, sur l'accompagnement, et pas juste, OK, on teste, on recrute, parce qu'en fait, le problème, c'est que si ça ne marche pas à la fin, ça va faire un petit flop, et ce sera dommage, parce qu'en fait, c'est juste que ça aurait été mal accompagné. Oui, tout le monde sera perdant. Quoi. Et tout le monde sera perdant. Merci pour ce dernier conseil. Du coup, j'en viens à ma question finale. Donc, c'est la partie tam-tam du futur. On va se projeter, on va se téléporter en 2050. Bon, alors tu me dis, je ne sais pas à quoi le monde ressemblera en 2050, c'est un autre sujet. Tu fais ton tri sur Internet et tu redécouvres cet épisode. Donc, tu regardes en 2050, tu te dis, ouais, il y a 25 ans, on a enregistré à Niort avec Léo cet épisode. Je te réinvite pour parler du même thème. Qu'est-ce qu'aura changé en 2050 sur ce sujet-là ? Je dis pas ce que tu souhaites qu'ait changé. Oui. Réalistiquement, ce que tu penses qui se passera en 2050 sur tout ça. Déjà, je pense que l'IA aura une place certainement beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, parce qu'on est un petit peu au démarrage sur la partie recrutement. Peut-être que dans 25 ans, quand on écoutera cet épisode, ça nous fera sourire de se dire qu'on fait des présélections par téléphone. On m'a entendu dire ça tout à l'heure, je pense que ça fera beaucoup rire. Je pense que la partie sourcing sera beaucoup plus digitalisée. L'IA aura pris une place beaucoup plus importante. Je pense que le métier de recruteur sera plus du tout celui qu'on connaît aujourd'hui, mais je pense qu'il n'aura pas disparu. Je pense qu'il sera juste différent. En quoi précisément, c'est difficile de le savoir, parce que on pensait qu'en 2025 on aurait des voitures volantes, c'est pas encore le cas, donc c'est toujours compliqué de pas rentrer dans un niveau non plus d'imaginaire trop important. Mais oui, je pense que l'IA sera au centre de tout. Ça, je suis un peu près sûre. Je pense que aussi, il y a un truc dont je suis sûre aussi. Enfin, je suis sûre, non, mais je pense. C'est que ce qu'on se dit aujourd'hui sur les profils atypiques, ça nous fera rire demain, parce qu'en fait, il n'y aura plus de profils atypiques. Ou alors tout le monde le sera. En fait, les profils atypiques, ce seront les profils atypiques seront les profils typiques d'aujourd'hui. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on va tous être amenés à changer plusieurs fois de métier, de poste, d'entreprise. C'est pareil, on ne passe plus 40 ans dans la même entreprise. C'est clair. Donc je pense qu'en fait, les gens auront tellement changé que finalement, l'atypisme sera la norme. Et que ce qui deviendra presque anecdotique et atypique, ce sera d'avoir justement un profil un peu linéaire. J'adore. Donc je pense que c'est ça la grande transformation. Tu auras une bascule totale. Avoir, j'en sais rien, quelqu'un qui aura fait 20 ans comptable dans une boîte, il sera regardé chelou. Moi, c'est bizarre, t'as pas changé de job, t'as pas changé de boîte. Tu t'ennuies pas. T'es bizarre. Et t'es resté à Niort pendant ces 20 ans, mais trop chelou. Non, mais par contre, ça c'est normal. À Niort, les gens ne partent pas de Niort. C'est vrai que c'est un truc que j'ai cru comprendre. Mais écoute, trop bien. Merci pour ça, merci pour ton temps, merci pour le temps que tu as passé à enregistrer cet épisode. C'est très chouette. Merci Émilie de m'avoir accueilli dans tes locaux. Merci pour le petit déjeuner. Même si sur les 2 beignets que j'ai choisis, j'ai choisi des beignets pommes et pas des beignets chocolat, ce qui est une grande tristesse. Mais il en reste un chocolat. J'ai 50% à chaque fois de chance d'avoir chocolat, et 2 coups sur 2 coups de suite, j'ai eu pomme, ce qui a été un grand trauma. Voilà, du coup, j'ai passé une mauvaise journée à cause de ça. Mais tu m'as dit qu'il restait un chocolat, donc du coup, j'ai le coupé en 2 avant de vérifier, et comme ça va être sûr que je mets pas un 3e pomme dans ma bouche. Merci pour ton temps. Merci à toi, c'était très chouette. Merci à toi, c'était très sympa, et merci de m'avoir contacté. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu parler des profils atypiques. À bientôt, Émilie, merci. Merci.
tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.